Là, on n'a pas eu de bol, on a eu de la pluie, là, c'était l'automne. Après, il faut se faire dégager. Faire de notre chose. Ah non, mais là, c'est parfait, il n'y a personne. Les structures sont un peu trop ouvertes aussi. Donc du coup, ouais, je vais vous accompagner donc, cet après-midi. Alors on va visiter un marais salant, c'est vrai, mais pour ça on va circuler autour de différents bassins, parce que souvent l'image du marais salant, on voit tous ces œillets, là, ces petits bassins, ces chemins d'argile. Mais pour que ça puisse fonctionner, il y a besoin d'un ensemble de bassins avant ça. Alors je me présente, bon moi je m'appelle Vincent, ça c'est pas grave. Est-ce que vous connaissez déjà tout simplement le nom de mon métier, quoi, la personne qui travaille au marais, qui récolte tout ça? Saunier. Parfait. Saunier ou paludier. Il y a deux termes. Alors après, si on souhaite différencier un saunier d'un paludier, parce que les deux travaillent sur les marais, c'est tout simple, on va aller chercher du côté du statut social, c'est-à-dire que le terme de saunier, on l'applique pour désigner les propriétaires de marais salants. Les sauniers sont propriétaires. Donc en fait, ils assurent l'entretien du marais, la récolte du sel et la vente, la commercialisation. On retient en fait, ils font tout de A à Z et il y a l'aspect de propriété. Le terme de paludier s'applique du coup plutôt pour désigner le corps ouvrier du métier. Il n'y a pas forcément l'aspect de propriété. Donc le paludier, il entretient, il récolte, et puis on va dire que ça s'arrête là, il ne va pas forcément jusqu'à la vente. Donc cette définition, elle nous dit quelque chose de simple, c'est-à-dire un saunier peut employer des paludiers, l'inverse n'est pas possible. Donc moi là-dessus, je suis bien paludier, parce que les bassins qui sont, alors celui qui est là, que ce soit ce marais salon là ou l'autre qui est de l'autre bord qu'on va visiter, je travaille dessus, je m'en occupe, mais ils sont pas à moi. En fait, les marais ici, ils appartiennent à la ville de Saint-Hilaire. Donc moi, je suis simplement employé ici pour assurer l'entretien, la récolte, des visites guidées, c'est vrai, mais je vais pas jusqu'à la vente, quoi. Je vais pas jusqu'à la commercialisation. Et néanmoins, mon sel, en fin de saison, je le remets pas dans l'eau. Ouais. Ma production, en fait, c'est tout simple. En fin de saison, je vais la revendre à la tonne et je la revends à mes voisins qui, eux, sont sauniers, c'est-à-dire qui, eux, sont producteurs indépendants. Donc, en fait, le sel que je vais sortir d'ici, je vais le revendre soit, là, on voit sa cabane, à Anthony, qui est juste à côté de chez nous, qui a un marais salant, donc qui est indépendant, qui est donc saunier, ou à Alexis, donc pour jeter un œil à son marais, mais c'est de l'autre côté de la passerelle, qui lui aussi est producteur indépendant. Et puis c'est tout simple, ce qui se passe, c'est que nous on va organiser les visites guidées, les animations, etc. autour du patrimoine salicole. Et puis si les gens sortant de chez nous veulent un peu de sel ou quoi que ce soit, je vous envoie directement là-bas. Puis comme ça vous faites vivre des indépendants. Mais comme ça on se répartit le travail. Parce qu'on peut pas tout faire. Je veux simplement vous faire remarquer la présence du bourg, quoi, le centre-bourg de Saint-Hilaire. Et puis ce que je veux toujours faire remarquer, mais c'est la différence de niveau, de hauteur entre le marais et puis le centre-bourg, notamment pour nous le bâtiment le plus ancien, l'église. Et vous voyez que l'église est un peu plus haute, un peu surélevée. Et donc le bourg de Saint-Hilaire, alors là on fait un bond dans le temps, hein, il y a plus de 1500 ans, mais il y a plus de 1500 ans, Saint-Hilaire était une île, l'île de Riez, ce qui signifie que l'océan venait jusqu'ici, quoi. L'eau de mer était capable d'avancer jusqu'ici. Donc c'était vrai il y a 1500 ans, c'était vrai il y a 15 ans, c'était compliqué pour nous il y a 2 ans, et on verra ce qui se passe maintenant dans 9 jours. Je reviendrai tout à l'heure avec vous sur les grandes marées et les tempêtes, et sur le fait que de manière exceptionnelle, mais certaines fois l'océan reprend ses droits. La mer revient ici, donc j'évoquerai Xynthia, qui a frappé la côte il y a un peu plus de 15 ans, où le temps de la marée, on mesurait 1,20 m d'eau dans le bâtiment, dans la Salorge. Le temps de la marée, autant le lendemain c'est reparti, quoi. Le temps d'une marée, 1,20 m d'eau. Et puis on évoquera le coefficient de marée de la semaine prochaine, 210, qui est prévu. Donc Xynthia, c'était une marée de 104, et là on a du 110 de prévu. Mais après on verra qu'il faut aussi prendre en compte la houle en mer, et le vent, l'orientation du vent. Mais sur le fait que peut-être que la semaine prochaine, l'océan, le temps d'une marée, reviendra par ici. Vous savez à quelle altitude vous êtes ici à peu près? Ouais, on est à 0. Ah d'accord, ouais. Comme ça c'est clair, ouais. Oui, c'est clair, ouais. Alors tu vas me dire, soit t'es là. Oui, évidemment, à peu près, ouais. Mais tu vois la Salorge, le bâtiment, c'est 0. D'accord. Donc là on est peut-être à 1. Ouais, tu vois, t'es à 1, puis là t'es à moins. Oui. Enfin, ça dépend. D'accord. Donc autrefois, Saint-Hilaire était une île. Alors, au fil du temps, toute la zone ici, elle a fini par s'enliser, parce qu'il y a différents cordons dunaires qui se sont dressés.
Là au nord, on voit le cordon dunaire des Mattes, là-bas, donc c'est tous les arbres en fait qui sont mis en place. Et puis en fait, ces cordons dunaires, en s'installant, ont fait que toute la zone ici est devenue beaucoup plus calme. Et ce qui a été bénéfique pour nous, c'est-à-dire que ça a permis le dépôt de différentes particules, différents alluvions qui ont été transportés par différents fleuves et qui ont fini comme ça par boucher, en fait, par assécher la zone. Donc ça nous a donné une terre de marais qu'on connaît, hein. Nous on appelle ça du brie, le brie du Flandrien, ou autrement dit de l'argile. Donc un matériau malléable et imperméable qui permet donc la mise en place des marais salants. Et puis nous les premiers bassins ici, les premiers marais ont été aménagés dès le 7e siècle et ce sont les moines bénédictins, les premiers, à avoir décidé comme ça de modeler le paysage, de dresser différentes digues, puis à l'arrière de creuser différents bassins. Et donc les premiers marais 7e siècle. Alors néanmoins au 7e siècle, l'activité salicole elle pouvait pas se développer parce que encore de manière trop régulière, l'océan reprenait trop régulièrement ses droits et en fait c'était compliqué de développer l'activité. Donc les marais salants, il y en a eu beaucoup autrefois, c'est vrai, mais il a fallu attendre 14e voire 15e siècle pour que l'océan en fait soit entre guillemets définitivement retiré, Plus stable. et que l'homme puisse aménager comme ça petit à petit les bassins. Alors beaucoup de marais salants, ça signifie quoi? Ça signifie que donc à partir du 15e, l'activité salicole s'est développée jusqu'au, pour nous, le 18e siècle, ça a été le paroxysme. Et là, on a compté plus de 400 familles illaroises qui vivaient de la production de sel. Donc c'était toute l'activité économique du pays, quoi, très clairement. Alors, dans ces familles, il y avait bien sûr les paludiers, les sauniers, et puis on va aussi compter tout ce qu'elle est avec, c'est-à-dire les familles en charge du commerce, du transport, du sel, et les gabelous, les douaniers du sel, qui contrôlaient ici tous les accès. Il y avait 5 cabanes de gabelous sur la saline. Le matin, pour venir sur son exploitation, on présentait un laissez-passer. Et le soir, il pouvait y avoir des fouilles aux cordes organisées, à savoir que les derniers gabelous ont quitté le bourg de Saint-Hilaire en 1947. Donc c'est hier, très clairement, quoi. Et puis, donc gros développement, 18e, tout ça. Et puis ensuite, petit à petit, il y a la concurrence qui s'est mise en place, notamment les salines du Midi qui ont ouvert leurs portes en Méditerranée. Et en Méditerranée, ils ont un terroir salicole, c'est-à-dire qu'ils ont l'eau de mer, l'argile, chaque année du soleil et du vent, en veux-tu, en voilà, une très faible pluviométrie. Et puis dans le sud, là-bas, comme ils ne sont pas forcément dépendants du phénomène des marées comme nous, ils ont réussi à bien sécuriser les lieux et du coup, ça leur a permis d'essayer la mécanisation, le développement industriel. Et là-bas, ils ont réussi. Et du coup, nous, les sauniers paludiers de la côte atlantique, qui fonctionnent de manière artisanale et puis qui fonctionnaient de manière artisanale, en fait, à l'époque, ils n'ont pas pu rivaliser face à l'industrie. Donc, beaucoup de marais ont été délaissés. Première concurrence. Deuxième concurrence, on a eu droit au le sel gemme, le sel produit dans les mines, du côté des pays de l'Est notamment, qui coûte moins cher à la production et puis qui a amené une concurrence. Ensuite, on va ajouter les différentes guerres. Beaucoup d'hommes sont partis au front, beaucoup ne sont pas revenus, manque de main-d'œuvre. Et après-guerre, sur le littoral atlantique, le modèle économique a évolué, les stations balnéaires se sont développées, le tourisme s'est développé. Et pendant les années 50, 60, 70, là en fait les derniers sauniers ont décidé de noyer leurs marais et les marais salants sont devenus des marais salés, c'est-à-dire ce qu'il y a juste de l'autre côté, c'est-à-dire simplement des bassins toujours alimentés, remplis d'eau de mer, mais plus aménagés à la production de sel, c'est-à-dire des marais salés, mais plus des marais salants. Et puis là, certains ont essayé des activités autour de l'ostréiculture, pisciculture, mais ça ne s'est pas développé. Et puis la zone a été délaissée, ça a été laissé à l'abandon. Et donc les marais salants qu'on voit aujourd'hui ont été réhabilités au milieu des années 90. Une association s'est mobilisée. L'association, c'est Naturiculture qui a vu le jour. Et ces bénévoles, alors déjà, ont nettoyé l'espace parce qu'il faut savoir qu'il reste 450 hectares de marais salants et salés. Et là, derrière vous, pendant les années 80, c'était une déchetterie. Il y avait des machines à laver tous les 100 mètres, des portières de voitures, des pneus, des batteries, et puis j'en passe, quoi. Donc ces bénévoles ont nettoyé l'espace, et puis avec le soutien de la ville,
ils ont racheté 2 marais salés pour les réhabiliter à nouveau en marais salants. Et donc ces bassins ont été réhabilités pour produire du sel, mais clairement pour valoriser le patrimoine et pourquoi pas le transmettre. Et puis suite à cette première réhabilitation, c'est là qu'Anthony, notre voisin, s'est installé en tant qu'indépendant, en tant que producteur, donc il y a une trentaine d'années. C'est plus récent, ça fait 5 ans, c'est Alexis qui s'est installé de l'autre côté de la passerelle, qui a retapé un marais salant lui aussi. Et puis demain, pourquoi pas, on verra bien, mais peut-être que d'autres viendront nous rejoindre et puis relancer l'activité salicole. Et pour l'introduction, je termine sur 2 chiffres, mais c'est important. Pendant les années 70, de Guérande à l'île de Ré, donc c'est là qu'on trouve les marais salants en côte atlantique, il restait en activité, on va dire, une vingtaine, 20-25 sauniers paludiers. Aujourd'hui, nous sommes plus de 730, avec en moyenne chaque année, c'est à peu près 10-12 jeunes, selon les années, qui vont s'installer. Qui se lance. Retaper des marais salants. Donc c'est pas des chiffres énormes, mais on va se dire que c'est quand même pas insignifiant. Et puis ça permet de poursuivre l'histoire du sel de la côte atlantique. Et puis ça nous permet aussi, on le verra peut-être, de développer tout un écosystème, une biodiversité qui est intimement liée au milieu salicole, et qui avait disparu finalement tout un temps, mais qui a tendance à revenir petit à petit. Donc voilà, donc c'est quelque chose. Aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, quand on fait ce genre d'activité, clairement c'est quelque chose auquel on est sensible. Ça. C'est le fait que ça puisse développer des écosystèmes, certaines formes de vie et tout ça. Donc voilà, les marais salants revivent petit à petit sur la côte atlantique. Aujourd'hui, plus de place pour réhabiliter les marais salants à Guérande. Ils sont 340 là-bas. Noirmoutier, c'est pareil, ça commence à saturer. Donc petit à petit, ça commence à redescendre, notamment par chez nous. Là, on a 2 projets d'installation de jeunes filles qui souhaitent retaper des marais. Donc on espère que ça reviendra. Alors est-ce qu'il y aura 400 familles qui en vivront comme autrefois? Bon, clairement non. Mais pourquoi pas relancer un peu l'activité, à savoir qu'on ne produit pas suffisamment de sel pour répondre à la demande. Il y a une demande qui est très élevée. On pourrait produire, j'en parle souvent avec mes voisins qui vont dépendre vraiment directement du commerce. Ils me disent si on en sortait 10 fois plus, ce serait pas un souci, tout partirait Donc ça c'est super quand même quand quelqu'un souhaite s'installer, d'envoyer cette information-là, parce que on sait que le sel, avant d'être sorti de l'eau, il est déjà vendu 10 fois Donc voilà. Alors après, ça demande quand même un engagement, parce que quand vous partez d'un marais salé comme ça, faut le vidanger, puis après vous avez 2 ans faut compter à peu près 2 ans de réhabilitation pour remettre tous les chemins en place, Donc c'est quand même un engagement. Mais après, normalement, le sel, c'est bon. Il n'y aura pas de difficulté pour le commercialiser. Voilà. Je démarre le circuit d'eau. Alors, l'eau de mer, là, moi, je le vois bien aujourd'hui. Sur la ligne d'horizon, l'océan Atlantique, et au sud, il y a le phare de Croix-de-Vie qui est droit devant nous. Je ne sais pas si vous l'avez, à droite des petits arbres là-bas. Le phare, ok. Donc la distance qui nous sépare de l'océan, de la matière première, on va se dire qu'il y a 3 km 200. Pour que l'eau vienne ici, tous les jours, les paludiers ont creusé, donc c'est tout simple, des canaux. Nous on appelle ça des étiers. Et là, donc celui-ci, donc ça c'est l'étier près de vie. L'étier en fait, il est connecté au fleuve côtier La Vie. Et puis le fleuve se jette dans le fond du port de Saint-Gilles. Et du coup, chaque jour, grâce au phénomène des marées hautes et marées basses, et comme ici on a parlé de l'altitude, on est au niveau 0, du coup chaque jour, l'étier va plus ou moins se remplir. Donc là, marée basse, vous constatez, il n'y a pas d'eau dans l'étier. Et puis par contre, alors en début de soirée, là, je sais plus, on va se dire 20h ou 21h, tout à l'heure la mer sera haute. Donc ça veut dire que vraiment en fin d'après-midi, l'eau de mer va s'engouffrer dans les terres en s'engouffrant dans le port de Saint-Gilles. Ça va remonter une partie de La Vie, emprunter un étier, et puis là, pour imaginer, mais ce soir, on va se dire à marée haute, l'eau va monter au niveau de la végétation. C'est encore mouillé. Ouais. Il y aura 1 mètre, 1,20 m, quelque chose près. Mais là, on est sur le Mordeau, il n'y a pas de lune. Là, on est sur des coefficients de marée très très faibles. On est sur du, je n'ai même pas regardé, mais du 30 ou 38, c'est tout petit. Donc ça monte tout petit, ça monte. Ça peut du coup monter plus haut. En fait, quand on a des marées, en moyenne, tous les 15 jours, on a du 80, 90. Tous les 15 jours. Tous les 15 jours,
l'eau à quelque chose près, hein, mais elle monte à... Oui, là il y a de l'herbe, des betteraves, des choses comme ça. Et là on va arriver sur un autre type de végétation, ce qu'on appelle les halophiles, qui supportent le fait d'être couvertes tous les 15 jours par les marées. D'accord ? Donc en fait, tous les 15 jours en moyenne, ça monte à peu près par ici, sur 80. Donc vous voyez bien que si on a des marées plus importantes, de 90, 100 ou plus, 120, ouais. ça peut monter. Donc c'est un phénomène exceptionnel. Souvent ça se produit en automne, en hiver, c'est-à-dire qu'on conjugue ça avec des vents sud-ouest qui poussent l'eau dans les terres et puis vous ajoutez de la houle en mer et compagnie. Mais quand tous les éléments sont réunis, hein, de manière exceptionnelle, ben, l'eau elle passe de chaque bord, quoi. Donc s'il y avait, comme je disais, un mètre d'eau ou un mètre 20 d'eau au bâtiment à Xintia, ça signifie que la mer était là. Puis finalement, vu d'ici, le bourg était redevenu, le temps d'une marée, l'île de Riez, quoi. Il y a 1500 ans, 2000. Mais, et puis tous les jours, on nous parle du dérèglement climatique. Là. Vous savez, à la radio, on nous parle de ça avant la pub pour la voiture nucléaire. Et, non, mais c'est vrai. Et du coup, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, bah, avec la montée des océans, sans doute qu'un jour ou l'autre, bah, l'océan reprendra ses droits, la mer reviendra à sa place. Et du coup, l'activité salicole sera amenée à disparaître. Donc, moi c'est Vincent, j'estime ça à une centaine d'années. Dans 100 ans, on ne pourra plus produire de sel ici. La mer ne sera pas revenue, mais ça débordera de manière trop régulière pour qu'on puisse pérenniser l'activité. Donc, il faudra abandonner ces zones-là à la mer. Par contre, rien n'empêche de remonter plus haut, chausser des marais salants un peu plus haut dans les terres, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que les digues, bon, de toute façon, elles ne seront pas rehaussées. Les financements sont arrêtés, hein, d'un point de vue de l'État. Donc, il n'y aura pas de rehausse pour lutter contre la submersion. Et c'est vrai surtout le littoral atlantique. Donc, du coup, bah, il faudra s'adapter et reculer. Et puis, pour connaître le futur, hein, il y a une solution simple, c'est d'ouvrir les livres d'histoire. C'est à peu près comme ça qu'on peut résumer les choses. L'océan reviendra. Parce que si nous, il faut remonter les marais salants, c'est vrai pour toutes les populations locales, hein, qui vivent dans les zones basses, quoi, les zones de marais. Il y aura Salertaine qui sera englouti bien avant. Ah ben, Salertaine, ça redeviendra une île. Ouais. Le Fenouillet, on voit le clocher là-bas, Ah ouais. ça redeviendra une île. Et puis il y aura le golfe de Soulan qui reprendra ses droits. Et la mer arrivera à Soulan, quoi. Hein, comme ça, c'était le cas à une époque, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ça se produira, puis après, bah, à plus ou moins 20 ans près, est-ce que c'est dans 100 ans, non, un peu moins, un peu plus, on verra bien, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a plus de financement. Donc déjà, on a une partie de la réponse quand même. Hein. Parce que si on pouvait rehausser, en fait, clairement, on pourrait gagner quelques années. Mais ce serait que quelques années. Hein. Donc en fait, l'argent public, clairement, quand on voit l'état des hôpitaux, on préférera le mettre dans les hôpitaux, puis on laissera les digues tranquilles, et puis nous, on remontera, on s'adaptera. La zone, je disais, est riche d'un point de vue de la biodiversité. Sur une saison. Des moustiques? Alors il y a du moustique, ça, il y en a, vous pouvez en prendre. Des doutes, Tout seul. ouais. Et d'un point de vue Biodiversité. ornithologique, sur cette zone-là, on est sur une saison, on est à peu près à 250 espèces d'oiseaux d'observer. Donc c'est un milieu riche parce que c'est un milieu calme aussi et qui favorise notamment la nidification. Ah ouais. Donc est-ce que vous laissez... Ouais, pardon. Est-ce que vous laissez des buissons volontairement justement pour qu'ils puissent s'abriter du vent ou pondre Oui et non, tu vois, on en laisse quelques-uns. Ouais. Après, on n'en laisse pas trop de ça parce qu'il y a suffisamment de terrains qui sont plus entretenus. Oui, les 450 hectares. Ouais. Donc, on favorise en fait l'ouverture du paysage. Ah oui. Et pour ça, par exemple, on va introduire des buissons. Oui. Là, c'est des landes de Bretagne qui vont nous aider en fait à maintenir une végétation assez rase. Et parce puis, limiter l'implantation des baccaris, des herbes de la pampa, des choses comme ça. Ah oui. Est-ce que vous dépendez du vent pour la culture ou est-ce que ça a l'importance ou pas? Oui, c'est ça, oui. Nous, donc... l'évaporation, c'est bon, c'est des moyennes parce qu'il n'y a pas une année qui est pareille, quoi. Mais 70% de l'évaporation, c'est le vent. Ah oui, d'accord, c'est énorme. Et le reste, si tu veux, c'est la chaleur, quoi. Et c'est comme quand vous mettez du linge à sécher, qui est du soleil, super. Mais l'idée, c'est que ça brasse, quoi. C'est qu'il y ait de l'air. Donc nous, c'est un peu la même chose. D'accord. Donc, on récolte pas du sel à longueur d'année, c'est en été. Ah oui. À condition
qu'il fasse beau. L'été dernier, j'ai pas fait un grain de sel. Ah ouais? Il a plu tout l'été. D'accord. Donc pas de sel de l'été, pas de sel de l'année. Ah ouais. Cette année, sécheresse canicule, impeccable. Ah d'accord, ça vous arrange. Ouais. D'accord. On attend que ça. D'accord. Vive le réchauffement climatique. Ah, Non mais pour nous, en fait, il faut du sec. Quoi. Là, c'est un fond. Ouais, ben on y est au Comme il y a tuyau. dans- Ouais. Comme devant la Oui, cabane ouais. là-bas? Bah, c'est l'ancien en fait que j'ai mis là-bas, parce que celui-là je l'ai refait il y a un an. Il était vétuste, il fuyait. Donc c'est un tronc d'arbre, vous voyez, qui est assez long. Hein. Il fait 10 mètres de long, 10 mètres 10. C'est un seul morceau. Et puis, donc là, je peux pas faire de prise d'eau à l'heure qu'il est. Vous voyez bien, la marée est basse. Par contre, même ce soir, comme c'est une petite marée, ça m'étonnerait qu'il y ait suffisamment d'eau pour que ça puisse rentrer. Donc on peut faire rentrer l'eau tous les 15 jours, à chaque marée de 80. On va retenir ça. Et donc, tous les 15 jours, l'eau recouvre l'entrée du couef, on appelle ça un couef. Donc ça passe par le tronc d'arbre creux, puis ça ressort de l'eau dedans. Et vous avez une petite trappe? Non, il y a une trappe qui se... En fait, c'est tout simple. Là, il est ouvert. c'est des écluses un peu. Il est ouvert. Au bout, c'est fermé. Donc là, il est ouvert. Si je veux, semaine prochaine, quand il y a la grande marée, je vais pas le laisser ouvert. Parce que déjà que ça risque de passer au-dessus, je m'amuse pas à noyer le marais pour le plaisir. Quoi. Donc en fait, j'ai des bouchons. Ah, c'est bien. Ah, ça sert à ça, d'accord, les trous. Hein. Ouais, c'est génial. J'ai des bondes. Ah, d'accord. Ouais. Je cale les bondes et puis tac, j'arrête l'arrivée de l'eau. Alors ça, les coueffes en bois, nous on en a sur le marais salant là que je vous fais visiter cet après-midi. C'est dans un esprit de préservation du patrimoine. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'installe, il travaillera avec du PVC, hein, ça fonctionne aussi bien. Et mais nous, voilà, c'est dans cet esprit-là. Alors celui-ci, le premier, il faut le renouveler tous les, on va se dire, 30-40 ans, parce qu'il est au contact de différents éléments qui vont le dégrader. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est dans l'eau, puis une autre partie qui est au contact des UV et de l'oxygène. Et ça va entraîner une dégradation du bois. Ouais. Le deuxième couef qui est là-bas, Ah ouais, on voit. Ouais, ah oui. qui est toujours sous l'eau, quoi. D'accord? Le troisième toujours sous l'eau, le quatrième toujours sous l'eau, puis ainsi de suite. Il y en a 7 en tout. Eux, les couefs, pas d'oxygène, donc pas de dégradation du bois. Donc celui-ci, il faut le renouveler tous les 30-40 ans. Oh. Eux, ils sont là pour 200, 400, 600, 800, 1000, continue l'histoire. Le bois dans l'eau en anaérobie, il n'y aura pas notamment de champignons qui viendront là. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que la ville de Venise est toujours en place. Elle repose sur des cures en bois. Mm. La ville de Venise, la ville de Hambourg, etc., etc. Mhm. Alors l'eau de mer arrive ici. Au départ, la salinité moyenne, on démarre avec 30 grammes de sel par litre d'eau, à peu près sur la côte atlantique. Donc le sel arrive dissous. Moi, le but de la manœuvre, ça va être que le sel passe à l'état solide, donc la cristallisation. Donc je démarre avec 30 grammes par litre. Et si je veux que ça cristallise à la fin de mon circuit, dans ce qu'on appelle des œillets, des petits bassins carrés, il faudra être à 300 grammes de sel par litre d'eau. Il faut faire évaporer 10 volumes d'eau si on veut espérer tirer du sel. Donc, dit autrement, c'est souvent ce que je dis quand je travaille avec des élèves, des classes et tout ça, c'est possible de produire du sel dans une salle de classe. Pour ça, il faut l'océan Atlantique, donc on s'arrange. On prend un bidon qui contient 10 litres d'eau de mer, et puis à côté un marais salant, une bassine qui va accueillir 1 litre d'eau. Et en fait, l'idée, ça va être de verser un premier litre, l'eau s'évapore, verser un deuxième litre, l'eau s'évapore, un troisième litre, l'eau s'évapore, et de passer les 10 litres d'eau les uns après les autres. Au 10e, on a fait x10, on est bien à 300 grammes par litre. Et puis dans l'eau, il y a des paillettes qui vont se former, se souder les unes aux autres. Puis si on goûte ça, ça aura un goût salé, quoi. Donc ce sera entre autres, dans l'eau de mer, en grande partie, où ce sera du sel, hein, le chlorure de sodium entre autres, qu'on va récolter. Mais voilà comment fonctionne un marais. On part à 30 grammes et il faut arriver à 300. Donc pour accélérer ce phénomène, moi au lieu de travailler qu'avec un bassin où je devrais mettre 10 volumes d'eau, l'été il n'est pas assez long pour ça. Donc vous allez voir, j'étale un maximum mon eau dans plein de bassins mais de faible profondeur, histoire que l'eau commence à travailler, à s'évaporer, etc. Et puis à la fin de ce circuit, dans mes œillets tous les jours, à la fin du circuit, je renvoie un petit peu d'eau dans les œillets, mais cette eau a déjà commencé à travailler, à saler. Et j'arrive plus vite à la saturation et logiquement à la récolte du sel. Donc la production c'est estival, mi-juin à mi-septembre, mais après il n'y a pas une année pareille, quoi. Il y a des années où on arrivera à démarrer dès le mois de mai, Mm.
parce que le printemps est sec et puis tout se met bien. Et puis il y a des années où malheureusement on n'aura pas de sel parce que l'été est trop pluvieux, quoi. Donc voilà, c'est pas exceptionnel, hein. Le métier de saunier et de paludier, c'est le métier d'agriculteur. On travaille dehors, la production dépend nous aussi du temps, va varier en fonction de la météo. Donc nous aussi on est agriculteurs, donc le statut social, saunier paludier, est bien rattaché à la MSA, hein, la mutuelle sociale agricole, parce que nous aussi on travaille en extérieur. Ça c'est une évolution qui a eu lieu en 70. Avant, les sauniers paludiers rejoignaient le statut social les gens des mines, parce qu'on produit du minerai nous aussi, on produit du caillou, on n'est pas dans le vivant. Mais en 70, quand ils ont voulu relancer, redynamiser l'activité salicole de la côte, ils se sont bien dit il faut ce statut social, qu'on le fasse évoluer, qu'on s'approche plus d'une certaine réalité. Et du coup, le statut est passé du côté des agriculteurs. Quoi dire de plus? Avez-vous de quoi vous occuper toute l'année avec les marais? Il y a l'entretien tout l'hiver, j'imagine, ouais. En dehors de la récolte? Oui et non? Oui et non. Mais là, par exemple, là j'arrive moi j'arrive là début mars, début de printemps, quoi. Ah ouais. Et là je repars d'ici 15 jours, je m'en vais du marais. Ah ouais. Et sur ce laps de temps-là, je vais faire à peu près 1500 heures. Donc en fait l'année est faite. En gros, c'est à peu près ça. Donc après l'hiver, c'est la nature, là vous voyez ça bouge, hein. C'est rempli de poissons. En fait il y a du poisson, il y a du crabe, des crevettes. Donc du coup j'aime la nature, donc je chasse, je pêche et je braconne avant tout, quoi. Ah ouais. On aime la nature, donc on la mange, quoi. Et, donc au départ, l'eau, comme elle n'est pas trop salée dans les réserves, c'est pour ça qu'on voit du poisson. Là je vais vous emmener voir un champ mort. Plus on avance dans le circuit avec la salinité qui augmente, la vie c'est l'inverse, quoi, elle diminue. Mais au départ, la vie est possible dans ces... Ça c'est mes deux réserves. Et donc en poisson, ça va être de l'anguille. Et puis là, ce qu'on voit en surface, c'est du bar, du mulet, des dorades. Et puis on a des plis sur le fond des poissons plats. Voilà. Donc ça s'arrête là, quoi. Moi, ça me suffit. Donc quand il pleut, vous allez à l'anguille plutôt que de récolter le sel. Voilà, c'est bien. Ça, ouais. Un parapluie, une canne à pêche. Ouais. Et là, on voit le poisson qui bâille en surface parce que il vient prendre de l'oxygène. Parce que comme le temps est lourd, le temps est chaud, l'eau a une température assez élevée. Et du coup, plus la température de l'eau est élevée, plus le taux d'oxygène va diminuer dans l'eau. Et du coup, le poisson, il monte en surface. Donc là, ça veut dire que là, on va avoir quand il commence à pomper comme ça dès le départ, on va avoir 2-3 jours comme ça. Et puis ensuite, le temps va se dégrader en fin de semaine. Donc le niveau d'oxygène va se stabiliser, on va dire, dans l'eau. Le poisson, il va redescendre sur le fond. Il y a des petits éléments comme ça qui nous permettent de lire un petit peu l'eau du marais. On commence là, en bas des puits en bois. Le champ mort, ça va vraiment jusqu'à l'autre bout. C'est tout ce bassin. Alors, pour que l'eau des réserves vienne ici, vous voyez, il y a un coif dans le coin là. Ah oui. Un passage d'eau. Donc du coup, il y en a deux, non? alors il y en a. Ça c'est un point de vidange. Mais là il y a celui-ci qui en fait sous le chemin d'argile, j'en ai un autre. Ça veut dire que l'eau arrive là et ensuite elle part bien dans cette direction. Et volontairement, dans le champ mort, là ça se voit direct, je mets beaucoup moins d'eau que dans les réserves. Pour favoriser l'évaporation. Il y a moins d'eau, ça se chauffe plus. Et puis là, bon c'est pour simplifier, mais on va se dire que je mets à peu près 20 cm d'eau. J'attends qu'il y ait la moitié, 10 cm qui s'évapore. Et une fois que c'est fait, je vais compenser l'évaporation. Donc je rouvre là-bas et je laisse couler pour revenir à mes 20 cm. Encore une fois, il y a de l'eau qui s'évapore. Je recompense, ça se révapore. Et en faisant ça plusieurs fois de suite, en été, là, la salinité, genre au mois d'août, quand ça marche bien, on peut atteindre 80 grammes à peu près de sel par litre. Donc c'est pas suffisant pour la récolte, mais c'est un bon début, c'est le lancement de la machine. Et par contre, tout ce qui est poisson, crevettes ou crabes, si les animaux descendent en été dans ce bassin, ils vont mourir en 15 minutes. C'est trop chaud. Trop salé pour eux. Ah oui, trop salé. Ouais, c'est trop salé. Donc voilà, ici la vie animale devient compliquée, mais pour nous c'est bon signe, c'est le lancement du processus, quoi. On teste un peu les salinités, de temps en temps je prends un crabe, je le mets dedans. S'il meurt en 15 minutes, c'est bon signe. Je vais
J'ai appris à l'ancienne, hein, j'ai appris Source Marais avec Yves, qui est à l'origine de la réhabilitation des marais. Et donc, j'ai pas d'appareil, ça existe, hein, des réfractomètres, etc., pour peser l'eau, la densité. Mais non, j'ai appris à l'ancienne, et puis ça marche bien comme ça. Et puis c'est pareil, aujourd'hui, il y en a qui ont plein des applications météo, Bon, d'accord, c'est super, mais quand il pleut, puis quand il fait beau, hein. Il y a aussi de ça, quoi. C'est-à-dire, c'est pas nous qui décidons, quoi. Nous, on essaye de s'adapter au mieux, quoi. Mais après, le patron, c'est le soleil, quoi. Il est là-haut, et puis... Il faut être réactif autant, finalement. Ouais, faut être réactif, puis il faut se reconnaître battu. T'as des années où t'as entretenu tout ton marais tout le printemps, et puis il pleut tout l'été, et puis il faut se dire qu'il n'y aura pas de sel, et puis terminé, quoi. C'est comme ça. Mais on n'est pas les seuls, encore une fois. Un vigneron qui prend une gelée tardive, c'est la même chose, quoi. Hein. S'il a des cépages qui n'arrivent pas à repercer derrière une gelée, terminé, il ne fera pas de vin, quoi. Et puis nous, l'idée, donc quand on fait cette activité, c'est d'avoir du stock, quoi. C'est que les bonnes saisons, il faut être là pour prendre. Et puis, idéalement, il faut avoir 3 ans d'avance, quoi. Et nous, du sel à stocker, c'est pas un problème, quoi. Enfin, à conserver, quoi. Ça se passe bien. Faut le mettre à l'abri de l'humidité et puis terminer, ça se conserve indéfiniment. On est sur du caillou, encore une fois. On n'est pas sur du vivant. Ici, on voit hyper bien la différence de niveau entre le bourg et le marais. Et on voit vous voyez, il y a des maisons neuves au premier plan. Ouais. Qui ont été construites au niveau du bourg. 2 ans après qu'ils donc ça ne suffit pas. Par les meilleurs ingénieurs. Ouais. Les plans étaient déjà lancés avant. Des beaux chardons, là, non? Ouais, c'est des chardons. C'est des artichauts sauvages. Et autrefois, on récoltait les fleurs séchées. Oui. On mettait ça dans une petite compresse, un petit linge. On trempait ça dans le lait. Il fallait monter le lait en température. 37, 38, température du pied de la vache. On trempait un pochon de chardonnette dans le lait. Et puis au bout d'1 heure, ça faisait cailler le lait. Et c'est comme ça qu'on faisait les caillebottes par chez nous. Ah oui. C'est un dessert traditionnel. Donc là, vous avez une présure végétale. Je crois que c'était une potion magique. Ouais. C'est de la présure. Il y a de la présure animale, la panse de veau, mais il y a aussi de la présure végétale. À l'ancienne. Ouais. Je sais pas si vous voyez des petites graines qui sortent. De moutarde? C'est pas flagrant. Non, Ouais, c'est j'ai entendu. ouais, c'est de la moutarde. Des moutardes noires qui poussent partout là. Au printemps, c'est fleuri en jaune de partout à l'image du colza, c'est une plante cousine. Et puis en fait, on ouvre les gousses. Là, c'est un peu tard dans la saison. Mais en fait, on obtiendra de la graine de moutarde. La moutarde, le colza sont des cousines. Ouais. Ouais, on va, c'est le même principe, quoi. Il y a les gousses, on sort la graine, on obtient un corps gras quand on les écrase. Là, c'est pas flagrant, j'en ai pas. J'ai vu les petites graines noires. Ouais, mais je sais pas, peut-être plus loin, il y en aura d'autres. Mais là, normalement, ça sort plus que ça. Puis si on écrase ces graines, on obtient de l'eau. On peut faire avec du vinaigre, etc. Puis on peut faire un condiment. Puis on a des lapins aussi. On fait du lapin à la moutarde. Là, il y a des jeunes brebis là, quoi. Ils vont se nourrir en partie de ce qu'on appelle les plantes halophiles ou halophytes, c'est-à-dire les plantes qui vont supporter la salinité des terrains et qui vont stocker du sel en elles. Et les moutons vont consommer ça. Donc ça fait que les moutons vont bien faire du gras, quoi. Et du coup, quand on les tue, c'est une viande très très persillée, etc. Très grasse. Très très bon, quoi. Les moutons de Tressailles. On a de la betterave, sauvage. Hein. C'est pas ça. On voit la queue rouge. Ouais. Donc ça, soit on aura développé le côté rave, pour développer d'autres variétés de betteraves, soit on aura développé le feuillage pour les côtes de Glette, quoi. La betterave maritime, qui pousse comme ça de manière spontanée sur les mares. Là on a de la soude
Et il y a un buisson un peu vert là, où là j'en ai. Oui, on le voit. Comme ça là. On le voit bien. Hein. Et ça, autrefois les anciens ils taillaient les buissons de soude, ils réunissaient les branchages, alors ils faisaient des gros tas, hein. Et puis ils faisaient brûler ça, ils récupéraient la cendre qui allait contenir des paillettes de soude et ils faisaient leur lessive avec ça, pour blanchir le linge, comme la soude. Ça pique pas? Non, Ah, c'est tout. c'est une plante grasse quoi, c'est une plante halophile. Parce qu'en fait, comme ça se nourrit de sel, enfin d'eau de mer, leur capacité en fait c'est de. C'est pas que c'est des plantes qui aiment le sel, c'est des plantes qui sont en capacité de résister au sel, c'est différent. Et en fait, ces plantes-là vont consommer de l'eau de mer, vont isoler le sel dans certaines cellules et vont poursuivre leur développement végétatif. Mais comme elles isolent du sel, ça en fait des plantes qui stockent beaucoup d'eau. L'eau c'est la vie, donc le sel c'est la vie. Et on mourra de déshydratation si on n'avait pas de sel. Et du coup, ces plantes, comme elles en consomment beaucoup, elles stockent beaucoup d'eau. Et ça signifie que même en été, vous savez, cet été, sous nos pieds, là, tout était jaune, cramé, enfin tout était manqué d'eau, quoi. Mais les plantes halophiles, comme elles stockaient du sel, elles restaient vertes. C'était bien vert. Ouais, parce que le sel fixe l'eau. Donc ça, c'est pour faire de la lessive. Puis après, quand vous descendez dans la strate, on va arriver sur quelques astères, des buissons de soude, et puis au plus près de l'eau, ça va être de l'obione. Alors l'obione, ça fait comme du lierre, une plante rampante, une plante traçante qui a un feuillage vert-gris. Et ça, l'obione, on peut consommer aussi les feuilles. Je dis bien l'obione, hein, pas l'opium. Hein. C'est plus tard dans la soirée, ça. Mais l'obione, on peut consommer les feuilles. Puis comme la salicorne, il y aura un petit côté salin, parce que c'est halophile, donc là aussi, ça stocke du sel, donc de l'eau. Mais chacune, il n'y a pas de hasard, quoi. Et après, donc quelques végétations, là, quelques arbres, on va dire les plus endémiques du Marais, les tamaris. Et puis après, ça a été apporté. Là, on voit en fleurs en ce moment les baccaris, le sénesson en arbre. Et ça, c'est une plante terrible, c'est invasif. Et ça se ressème. Et ça fait que ça bouche vite le paysage, quoi. Et ça limite la circulation du vent. Donc pour nous, c'est pas bénéfique. Donc on essaye de limiter ça. Donc moi, par exemple, avec l'introduction de certains moutons, là, ce sont des lambes de Bretagne. C'est un peu plus petit que les moutons de Ouessant. Mais c'est capable, ça aime consommer en fait les choses ligneuses comme ça, donc ça limite leur prolifération. Mais il faut faire attention à ça parce que le paysage a tendance à vite se boucher, quoi. Vite, et du coup quand le milieu se ferme, c'est pas bon, quoi. Enfin c'est pas bon, c'est qu'on va perdre un certain milieu pour s'en aller vers un paysage beaucoup plus fermé où il y aura moins de biodiversité. En fait. Et tout à l'heure, j'étais pas trop content de mon coup là, avec la betterave, avec la moutarde. Ouais, je fais pas ce truc. Mais en fait, on voit bien les petites graines un noires. petit peu, ouais, tu vois. Non, parce qu'il a fait sec, si tu veux, puis il y a eu du vent. Et du coup, les gousses, elles se sont ouvertes d'elles-mêmes, quoi. Alors ici, je vais terminer avec vous le circuit de l'eau. Donc l'eau du champ mort, elle passe par un couef, un tuyau en bois. Et ça lui permet d'alimenter la métière. Ça, c'est la première métière du Marais. L'eau de cette métière, là j'ai un petit canal qui part d'ici puis qui longe tout le Marais. Ce petit canal, moi j'appelle ça un porte-eau. Donc l'eau de cette métière, quand il y en a suffisamment, elle va passer par là et elle va se déverser dans la deuxième métière, c'est le bassin à l'eau de boue avec un petit îlot. D'accord? Donc première métière, porte-eau, deuxième métière. L'eau de la seconde métière va ensuite se déverser dans 3 bassins rectangulaires. Alors ils sont situés de l'autre côté du Marais, c'est-à-dire vous voyez, il y a les salicornes rouges qui poussent, et en fait il y a 1, 2, 3 bassins à l'eau de boue rectangulaires. Nous on appelle ça des tables, donc l'eau se répartit dans les tables. L'eau des tables, je reviens. Si je retire une ardoise, elle va emprunter un andilet. Donc l'andilet, c'est un petit canal qui est situé entre ces deux chemins. L'eau va ressortir devant nous. Là, il y a 3 bassins rectangulaires. On appelle ça des autets. 1, 2, 3. Et puis enfin, j'ai un tout petit bouchon en bois qui dépasse. On appelle ça un tapon.
fait, si j'enlève ce petit bouchon, l'eau des ottais passe par un petit tuyau en bois sous l'argile. Elle emprunte un brassio, un canal. Et puis devant nous, l'eau va terminer sa course dans les œillets, les fameux œillets où on espère produire le sel. Donc les derniers bassins du circuit de l'eau, les bassins les plus encaissés du marais. Tout ça, ça se passe par gravité. On a l'impression que tout est plat, mais il y a forcément une différence de niveau à chaque étape. Donc là, devant nous, sur le petit marais, il y a 20 œillets, quoi. 2 rangées de 10, quoi, 20 bassins de production. Alors maintenant, pour ce qui est des saisons, donc le sel se récolte en été, tout ça. En automne et en hiver, on ne travaille plus ici. Moi là, d'ici une dizaine de jours, je vais noyer mon marais. Je vais le noyer pour le protéger de la pluie. Parce que si pendant 2 saisons, il y a de la pluie qui frappe les chemins d'argile, bah, il y a de l'érosion, quoi. Le marais s'abîme rapidement. Donc pour le protéger, la meilleure solution, c'est de le noyer. Ça signifie que dans 8-10 jours, l'eau des réserves qu'on a vues au départ, je mets l'eau dans le champ mort, du champ mort dans la métière, et volontairement, je vais laisser monter le niveau d'eau au-dessus des chemins. Et comme ça, si la pluie arrive, bah, elle frappe plus, quoi. Elle s'arrête à la surface. Puis on préserve le marais comme ça d'une année sur l'autre. Donc le marais est noyé. Donc l'automne et l'hiver, c'est clairement une période de calme, hein, de repos pour nous. On revient ici au mois de mars, début de printemps. Première chose à assurer, c'est la vidange du marais. Donc je vous ai présenté le tuyau le plus haut pour remplir à marée haute. J'ai donc un point bas pour vidanger à marée basse. L'eau commence par s'évacuer en début de printemps. Et puis après, chaque année, il faudra évacuer la vase, la décantation de l'année passée, quoi, qui s'est accumulée sur le fond argileux. Donc pour ça, différents outils. Donc là, je vous présente une cimauge. Donc une cimauge, c'est une grande raclette, hein, c'est pas compliqué. Donc le manche de l'outil est suffisamment long. Là, celui-ci, ce manche, il fait 4 mètres de long. Et c'est que ça nous évite de piétiner le fond des petits bassins, quoi. On n'est pas obligé de descendre dans l'eau. Sinon, on laisse des traces de pas, ça fait des creux, des bosses, puis ça nous embête par la suite. Et puis avec la cimauge, alors là, je vais montrer, mais c'est symbolique, hein. Mais on va rassembler au printemps la boue et la vase sur les bordures. Donc je prends une cimauge là, et puis je me positionne sur un chemin d'argile. Et puis tout simplement, alors j'appuie un peu. Là, j'ai trop d'eau pour bien faire. Mais en fait, au printemps, il n'y a presque plus d'eau, puis je vais rassembler la vase sur le bord. Alors en début de saison, on peut imaginer qu'il y a un dépôt de 2-3 cm. Donc on rassemble ça au bord. Et puis une fois que la vase est sur la bordure, on va l'évacuer. Donc là, je vous présente des pelles traditionnelles. Alors là, je vais prendre des pelles en bois. On appelle ça des ossereaux. Alors ça, c'est un ossereau qui a, qui a 1 an, pardon. C'est celui-ci. Je me suis trompé, mais celui-ci a une quarantaine d'années. Les gars, c'était les mêmes au début. Oui. C'est en bois, ouais. Alors il y en a un qui a énormément diminué, c'est que de manière assez régulière, on est obligé d'affûter. Histoire d'avoir un beau tranchant, ça permet de tailler et de réparer les chemins d'argile au printemps. Mais à force d'affûter, l'outil diminue. Donc le bois choisi ici, c'est de l'orme, c'est-à-dire un bois serré qui ne fond pas. Et puis après on évacue, il n'y a rien de sorcier, quoi. Il y a encore des gens qui fabriquent ces outils. Ouais, on a de la chance, ouais. On a Christophe, c'est un ébéniste rue des Paludiers, là, qui nous fabrique nos outils. Alors bougez pas, j'envoie ça dans le fond. Bougez pas. Je vais débarbouiller, c'est bon. À la une. C'est bon pour la peau. Voilà. On remonte ça là-haut. Et puis, non, mais chaque année, au printemps, du mois de mars au mois de juin, quoi, le marais est entretenu. Et puis après, si la météo le permet, arrivé mi-juin, normalement, on commence, on démarre la récolte de tout ça. Donc il n'y a pas une année pareille, hein, forcément. Mais c'est des travaux vraiment importants parce que si le marais s'encrasse, s'envase, nous on perd les pentes, on perd les niveaux, l'eau a du mal à circuler dans le marais. Et puis bien sûr, si le marais est plein de vases, le sel il est invendable derrière, quoi. Enfin, il est chargé de boue de vase. Donc ça sert à rien d'essayer de le commercialiser. Donc ça se fait chaque année. Et puis voilà.
rien de... Ce que je veux aussi dire, c'est que c'est un métier, finalement, on s'aperçoit qui est très accessible, quoi. Enfin, il n'y a rien de compliqué en soi. Il faut faire les choses, bien sûr. Mais voilà, il n'y a rien de sorcier en soi. Et le tout, c'est d'entretenir de manière régulière, pour pas se laisser dépasser, quoi. D'entretenir de manière régulière, parce que sinon, si on a tout à refaire une année, c'est pas la peine, quoi. Et Donc, du coup, cette vase là, que vous retirez, vous en profitez pas pour la remettre sur les chemins là, Bah, j'aime pas trop faire ça. Ils font ça du côté de Guérande. Non, je sais pas, c'est une question. Hein, Mais non, mais t'as raison. Mais après, moi, les chemins, j'aime bien qu'ils soient en argile quand même. Oui. Parce oui, que là, c'est de la vase. ouais, Pas de l'argile. la vase, si vous voulez, ça reste en grande partie de la matière organique qui est due à la décomposition d'algues, de choses comme ça. Et en fait, après, ça reminéralise, quoi, ça se dégrade. Puis si tu veux, ça fond, puis à la fin, t'as plus rien. Alors que si tu remets de l'argile, ben, t'en mets ça va rester comme ça, quoi. Enfin, ça bougera pas, quoi. Donc l'architecture, elle est un peu plus sûre quand elle est faite en argile. Puis après, l'argile, ici, ben, on en a beaucoup. Hein. Sous mes pieds, j'en ai 13 mètres. Là. Donc si on en veut, ben, on en prend dans un coin et puis boum, on en ramène. Mais il y en a beaucoup. Donc voilà. Puis là, on voit les salicornes là, qui sont rouges. Là, il y en a un petit peu. Encore verte, ouais. Verte, ouais. Mais allez, c'est trop tard, quoi. Là, ouais. En fait, en fin de saison, elle devient trop ligneuse. Hein, elle est trop... je sais pas comment dire ça, mais... C'est comme les haricots verts dans les jardins, vous attendez pas qu'ils soient longs comme ça pour les récolter, quoi. Là, elle graine et elle va se ressemer l'année suivante. Ça, c'est de la salicorne annuelle. On a aussi de la vivace, hein. Mais on ne la consomme pas, la vivace, parce qu'elle est trop ligneuse. Et en été, deux sortes de sel, de cristallisation que vous connaissez. Soit on va produire de la fleur de sel, soit on va produire gros sel. Alors, la fleur, on l'appelle ainsi parce que c'est un sel qui effleure la surface de l'eau. C'est un sel qui flotte. Donc quand la fleur de sel est présente à la surface des œillets, c'est l'image de la glace, quoi. On a vraiment l'impression que l'eau est glacée. Et puis une fois qu'on a récolté ce sel, on pourra éventuellement aller chercher le sel de fond, les gros cristaux qui se forment sur l'argile. C'est du gros sel, quoi, tout simplement. Alors pour la fleur, là, je vais prendre une lousse. C'est un outil percé. Donc c'est pareil, il n'y a rien de compliqué. C'est un peu comme une passoire, si vous voulez, qui est fixée au bout d'un manche. Donc un fond plat, percé de plein de petits trous. Et puis l'idée, en été, là je vais vous montrer le geste, mais l'idée, je passe ça juste à la surface de l'eau. Et puis les paillettes, forcément, vont s'accumuler au-dessus. Puis après, je les mets tout de suite dans un bac ou dans une brouette, peu importe. Et après, on remonte ça, on fait sécher, puis c'est tout de suite commercialisé, quoi. C'est pas raffiné par la suite, il n'y a pas d'autres étapes. Donc je vous montre le geste. Donc je vais être à fond dedans et j'y crois. Mais ça marchera pas. Il y a eu trop de pluie, là. Ah, mais c'est tout simple. Donc en été, toute l'eau est glacée. Je passe mon outil à la surface. Je fais juste attention de ne pas toucher le fond pour ne pas mélanger la fleur de sel au gros sel. Et puis on fera le tour comme ça des différents œillets. Donc souvent ça se récolte en fin de journée jusqu'en début de soirée. C'est plutôt un sel qui se forme en fin de journée parce qu'il faut que l'eau soit bien chaude et chauffée toute la journée. Et puis le soir on fait ce geste-là. Alors pour parler en quantité, en moyenne sur ce petit marais, j'ai 20 œillets ici. Donc en moyenne, ça va me permettre de produire peut-être 500, peut-être 600 kg de fleurs de sel en tout. Le gros sel, je vais en sortir 500 kg à l'œillet. Donc j'en ai une vingtaine, donc en moyenne 10 tonnes pour ici. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une explication du prix. Dans le commerce, la fleur, ça se vend à un super prix, quoi. C'est 15 €, c'est 20 € le kilo. Donc souvent les gens disent que c'est meilleur. Non, moi je leur dis oui. Non, mais en fait le prix c'est l'offre et la demande, quoi. C'est-à-dire qu'on produit beaucoup moins de fleurs. Alors c'est meilleur, moi j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que la fleur est moins salée gustativement. Ça a moins le goût de mer, non? Ouais, c'est moins concentré en chlorure de sodium. Donc c'est un sel que vous allez utiliser à la maison, à l'assiette, quoi. Ça reste un sel de finition. Le gros sel, c'est le sel de tous les jours, c'est le sel des cuissons. Puis si vous le souhaitez, rien ne vous empêche de l'écraser, d'en faire du sel fin, de le passer au moulin, et puis c'est le sel de tous les jours. Mais il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. En fait, le gros sel est plus concentré en chlorure de sodium,
Parce qu'avant d'être récolté, il passe 3 jours dans l'eau sur l'argile avant d'être récolté. Alors que la fleur, dès qu'elle est présente le soir, boum, on l'enlève tout de suite, quoi. Donc elle n'a pas le temps de charger. Donc la fleur, c'est un sel de finition. Et puis le gros sel, c'est le sel des cuissons, des salaisons, etc., etc. Et les anciens, autrefois, ne s'embêtaient pas à séparer fleur et gros sel. Autrefois, dès que les anciens voyaient de la fleur, ils prenaient une cimauge. Et en fin de journée, quand la fleur était formée, ils faisaient une vague à la surface de l'eau, ce qui allait permettre à la fleur d'être précipitée au fond de l'eau, au contact de l'argile. Ils avaient bien compris qu'après 2-3 jours au fond de l'eau, elle était devenue plus concentrée, elle était devenue plus salée gustativement, et eux, c'est ce qu'ils recherchaient pour assurer les salaisons, quoi. Donc autrefois, il ne fallait surtout pas de fleurs, et puis aujourd'hui, il ne faut surtout pas passer à côté, parce que c'est le gagne-pain du saunier, quoi, clairement. Ça a évolué au niveau de ça. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on en produira beaucoup. Donc là, j'ai repris une cimauge. Donc c'est pour récolter le gros sel. Alors en été, il y a presque plus d'eau dans les œillets quand le sel est prêt à être récolté, c'est tout blanc. Mais il y a toujours de l'eau. Parce que si j'attends que toute l'eau soit évaporée, le gros sel, il va rester collé. Il va coller à l'argile et j'ai du mal à l'avoir, quoi, à le récolter. Donc il y a toujours un petit peu d'eau qui est à saturation, bien sûr, 300 grammes par litre. Moi, je me positionne sur le chemin central. Et puis, tout simplement en été, je vais aller tirer le sel qui est au fond de l'eau. Alors là, les œillets sont encrassés parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. En été, voilà, il n'y a pas tous ces dépôts. On rassemble le sel sur la bordure. Donc, en moyenne, on récolte le sel tous les 3 jours. Et tous les 3 jours, à l'œillet, en moyenne, on peut espérer produire 500 kg. Les 3 jours, 30 à 40 kg. Donc c'est là que je vous disais tout à l'heure, 500 kg en moyenne à l'œillet sur une saison. Donc 20 œillets toute saison. Alors le sel est sur la bordure. Pour le sortir de l'eau, je vous présente un dernier outil. Je repose ma cimauge. Je vais prendre un cerf-volet. Vous voyez, l'eau est salée quand même. Elle écume facilement, c'est qu'elle est bien chargée. Donc le cerf-volet va permettre au sel, ça me permet moi de sortir le sel de l'eau, de le hisser sur le chemin central, et puis c'est aussi avec cet outil qu'on dresse ensuite des pyramides de sel qui permettront au sel qui sort de l'eau de s'égoutter correctement le temps d'une nuit. Et la forme pyramidale, donc c'est pour que le sel s'égoutte, mais pas de chance pendant la nuit si jamais il y avait une averse, un orage. La forme pyramidale va forcément limiter la prise à l'eau et on perdrait moins de sel en cas d'intempérie. Et dès le lendemain matin, le sel pourra être remonté. Alors autrefois, on travaillait à l'aide de paniers en châtaignier pour remonter le sel. Parce que autrefois, on n'utilisait pas de brouette pour remonter le sel parce que les roues étaient en bois. Hors de question de circuler sur les chemins d'argile avec des roues en bois. Le marais n'aurait pas tenu, quoi. Il se serait abîmé trop rapidement. Donc il y avait des paniers pour remonter le sel sur le dos. Aujourd'hui, nous on roule le sel. On le remonte à la brouette parce que le pneumatique est arrivé. Donc les roues sont souples et puis ça impacte moins les chemins. Et puis là, bon, c'est pour montrer, mais on vous a mis la fleur et le gros sel. Donc la fleur de sel qui est toujours plus blanche, parce qu'elle flotte. Le gros sel qui est au fond de l'eau, sur l'argile, forcément plus gris. Donc voilà. Fleur et gros sel. Donc encore une fois, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, ce sont deux produits différents. Mais après, les gens aiment bien dire que c'est meilleur. Mais vaut mieux se dire que c'est meilleur à 15 € le kilo. Oui. On dort mieux le soir. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà. Ça brille. Et s'ils n'en parlent pas, il faut leur dire. Voilà. Donc ça, Il y a du gros sel qui est gris, un peu plus... il y en a du plus gris que ça encore, ouais. Ouais, ça dépend du terroir. Nous, on a une argile qui est assez claire, donc qui marque pas trop. Il y a d'autres coins, notamment à Guérande, où l'argile est plus foncée, plus souple, elle marque plus le sel. Le terroir évolue quoi, d'une région à l'autre, donc les produits vont évoluer. Et dans le sud, c'est quelle ville qui fait
du côté d'Aigues-Mortes, ouais. Là-bas, il y a les grandes C'est celle de la batterie. Ouais. Mais là-bas, tu te mets là puis tu vois pas le bout. Enfin, c'est des montagnes de sel. C'est immense, c'est misérable. Ben, nous, la différence principale, bon, déjà ils ont mécanisé, mais la différence principale c'est que nous le sel on le récolte tous les 3 jours pour le gros sel. Eux là-bas en fait dès que ça cristallise, au lieu de récolter, ils vont rajouter une couche d'eau de mer, ça va recristalliser encore une fois. Ils vont rajouter une couche d'eau de mer, ça va recristalliser. Et en fait ils font ça tout l'été, et ce qui fait qu'en fin de saison, ben, il y a une couche de sel. Moi je sais pas, mais de 10 cm, enfin, je connais rien, mais 10 ou 15 cm. Et puis en fin de saison, bah, du coup ils vont racler tout ce fond-là avec différents engins. Puis après ils vont raffiner leur sel, ils vont rajouter de l'iode, du fluor, etc. Et puis bah, ils vont le commercialiser. Mais nous le sel, dès qu'il sort de l'eau, on le laisse s'égoutter correctement, sécher. Mais par contre il part tout de suite dans le commerce. Donc il garde ses minéraux, ses olives, etc. Vous dites qu'ils rajoutent du fluor dans le sel? Ouais. Ouais, du fluor et de l'iode. Oh, Un sel n'est pas naturellement iodé. L'iode peut Moi ça me choque pas trop l'iode, mais le fluor c'est quand même... Ben ouais, mais ils en ont rajouté en 1985. Ah bon? Parce que la population française était en carence Ah ouais? de fluor, puis ils se sont dit il faut en ajouter dans une denrée populaire, quoi, accessible à tous, etc. Donc ils en ont mis dans le sel. Sauf qu'aujourd'hui les contrats sont signés, puis ça continue. Oh la vache. Le sel, là je vous ai présenté la méthode artisanale, quoi, enfin, d'autrefois, tout ça. Un sel qui est produit de manière industrielle, ça va rester en grande partie du chlorure de sodium. Enfin, on parle bien d'un minerai, d'un caillou. Après, c'est le mode de production qui évolue, quoi. Mais on est d'accord que nous, avec ce type de production artisanale, on ne pourrait pas du tout fournir pour dessaler les routes, pour l'industrie, pour l'agriculture et compagnie, quoi. Donc en fait, il faut aussi un peu de tout, quoi. On va dire qu'il faut des grosses exploitations, des plus petites. Le tout, c'est que tout le monde s'y retrouve et qu'il y ait de la place pour tout le monde, quoi. Bon, ça c'est vrai dans beaucoup de domaines, quoi. Mais heureusement qu'il n'y a pas que ce type de production-là, hein, parce que si je devais fournir l'industrie, on est mal, hein. J'y arriverais pas, quoi. Donc, et puis aujourd'hui, bah, si on est présent, c'est parce que des nouveaux produits comme la fleur de sel qui permettent de bien valoriser le métier. Un peu de cueillette de salicorne éventuellement, Ah ouais. bien sûr les visites. Si vous enlevez les visites, il n'y a plus personne. Voilà, hein, le tourisme, on est à Saint-Hilaire-de-Riez, hein, si vous nous enlevez le tourisme... C'est-à-dire que même vos voisins là qui sont indépendants, ouais, ils dépendent aussi des visites un petit peu? Avec que du tourisme. Ouais, ah oui, ouais. Ah oui, d'accord. On est à Saint-Hilaire, ouais, tourisme. Ouais. On est en Vendée, premier employeur, oui. tourisme. On est en France, premier employeur, tourisme. Ouais. Donc voilà, faut être en phase avec ça. Ouais. Après, ça nous permet d'avoir un patrimoine vivant et ça nous permet, pourquoi pas, de développer ces zones-là et donc tout un écosystème, une biodiversité qui va avec. Donc finalement, c'est pas plus mal, quoi. Et puis, ça nous permet de préserver aussi ces zones-là, quoi. Donc voilà sur ce que je pouvais vous apporter, hein, sur le Marais Salent. Puis après, bah, d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, bah, le milieu va évoluer, quoi, en fonction des salinités, de l'ensoleillement, des températures, de X facteurs, quoi. Mais ça reste... on est sur de l'agriculture, quoi. Donc forcément, bah, on ne fait pas la même chose à longueur d'année, hein. Les vendanges, c'est pas à longueur d'année, les moissons non plus, le lait non plus, etc. Oui, il est au rythme des saisons. Voilà. Est-ce que vous savez s'il y a une époque, il y a eu... J'ai entendu parler d'ânes qui transportaient le sel. Oui, les ânes battés, ouais. Les ânes battés, ouais. Qui partaient d'ici, en fin de saison. Ah ouais. Les productions, il fallait aller les conduire dans les salorges. Là, il y a une salorge qui a été faite ici, mais autrefois, les salorges, c'était un peu les coopératives, si vous voulez. Et elles n'étaient pas dans les marais, les salorges. Elles étaient près des lieux de transport. Donc il y en a eu, alors au départ, à Croix-de-Vie, sur le port, où les grands bateaux arrivaient, qui attendaient leur cargaison de sel pour remonter, etc. Puis après, il y en a eu à partir du moment où le chemin de fer est arrivé dans le bourg. Oui, bien sûr. Donc là-bas, il y avait les salorges. Et puis en fin de saison, il y avait des ânes battés qui allaient comme ça conduire le sel sous l'œil des gablous. Hein. Ah ouais. Tout ça contrôlé par les douaniers. D'accord, ouais. Et la douane était, quand vous êtes... Oui, parce que c'était de l'or blanc en fait, il fallait pas voler du feu. Ah ben clairement, tout était contrôlé. La douane, quand vous êtes sur le parvis de l'église doit à vous. La douane, elle était à droite là. Ah oui, d'accord, ouais, ok. La place de la douane. Et tout était contrôlé, ouais. Tout était pesé, tout était... Ouais.
Alors après, il y avait des gabelous, on va dire, plus compréhensifs ou pas, les uns les autres. Mais les ânes, vous n'aidez pas à la récolte, c'était juste pour Non, transporter C'est jusqu'au en bateau. fin de saison pour sortir le sel du marais. Moi, je sais qu'on a des photos, peut-être bien sur... Ah, ça on peut va être regarder, intéressant, j'ai ouais. des panneaux sur le bord. Ouais. On voit les ânes, mais ils sont place de l'église, si tu veux. Ah, ils ouais, sont à ouais. la douane. Ouais. Et ils sont tous battés, quoi, si tu veux. Ils sont Ouais, tous... ouais. Mais après, je sais pas. Non, bah, c'était comme ça, ouais, Ouais. d'accord, ok, Mais c'était intéressant. en fin de saison. Et après, les animaux, éventuellement dans la saison, les sauniers avaient un droit de package qui était délivré par le préfet de la région. Et puis éventuellement, tu vois, ce qu'on appelle les bossis, c'est les bandes de terre qui séparent les marais les uns les autres. Et en fait, ils pouvaient éventuellement mettre Voilà. 2-3 vaches, quoi, si tu veux, comme ça. Il y avait notamment les sauniers du Fenouillet qui traversaient la vie en barque, puis les vaches suivaient à la nage, et puis ils venaient travailler sur les marais, puis Ah, la repartaient le vache. soir avec les vaches et tout. Éventuellement, des fois, enfin nous c'était le cas au mois d'août, on peut avoir la couleur de l'eau, vous savez, qui est rose ou orange là. C'est On quoi, voit le ça fer, sur les non? salines. Non. Non, c'est pas de l'oxyde de fer, c'est un phytoplancton, la Dunaliella salina, qui va se développer en milieu très 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 salé et qui contient ce phytoplancton énormément de bêta-carotène. Donc ça va expliquer la couleur carotte de l'eau. Et le flamand gris, dans le sud de la France, sort de l'hiver, consomme en fait des crevettes qui ont consommé la bêta-carotène. Ah, Ça ouais. fera des flamants roses. Ah. Mais chez nous, les mouettes sont blanches. Mais c'est aussi l'histoire, quoi. Et il y en a qui... Alors ça, par contre, on parlait de la vache. C'est pour ça que si t'es bronzé, tu manges beaucoup de crevettes, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'adore ça. Et il y en a qui, je sais pas comment ils font, mais ils arrivent à extraire, quoi, je sais pas quoi, cette algue-là, enfin, qui contient la bêta-carotène. Ils en vendent des gélules. Et en fait, ça se vend en pharmacie, hein, des gélules de Dunaliella. Et en fait, c'est pas mal pour les personnes qui ont un capital soleil qui est un peu amoindri. Parce qu'en fait, ils emmagasinent de la bêta-carotène et ça va protéger des UV notamment. Ouais, alors je sais pas par quel process ils passent pour faire ça, mais je sais que ça se fait, ouais, ça se vend. Mais aujourd'hui, tout se vend. N'est-ce pas? Et j'ai Voilà. pas compris, par contre, pour récupérer le gros sel, Ouais. comment il se mélange pas à l'argile? Ah en fait, l'argile et le sel, c'est des aimants inversés, c'est du plus et du moins. Donc en fait, l'argile, elle est damée. Le fond, il est lisse, quoi, c'est du carrelage, quoi, si tu veux. Ah oui. Et en fait, l'argile, elle aime pas le sel. D'accord. En fait, c'est une question de charge électrique. L'argile, elle est en capacité de fixer, par exemple, les minéraux présents dans l'eau de mer. Donc tu peux avoir... Alors, tu as du chlorure de sodium, mais tu as d'autres mondes. Hein. Tu peux avoir du magnésium, du calcium, du potassium, des traces d'oligo-éléments. En fait, l'argile, elle fixe tout ça, sauf le chlorure de sodium qu'elle n'arrive pas à attacher. Et c'est pour ça que le gros sel est plus pur, il est plus salé. Parce que dans la fleur qui flotte, tu vas retrouver chlorure de sodium, mais également calcium, magnésium, potassium, etc. C'est pour ça que c'est moins salé, parce que tu as d'autres minéraux si tu veux avec. Le gros sel, comme il s'est formé au fond de l'eau, il a passé 3 jours. L'argile, comme un aimant, a fixé en partie, pas complètement, mais en grande partie les minéraux, sauf le chlorure de sodium qu'elle ne peut pas attacher. Et du coup, elle le renvoie, et du coup, il glisse presque tout seul, en fait, au fond de l'eau. Ouais. Et du coup, on n'arrache pas le fond, hein, non, ça se passe bien comme ça. Puis après, tu as le coup de main, quoi, tu vois bien. Les premières années, tu fais du sel guérandais, quoi. Puis après, puis tu t'affines. Il y a une petite bataille, non? J'ai l'impression. Ouais, histoire de... Et plus un saunier est vieux, plus il fera du sel blanc. C'est ce que je veux dire. Tu as aussi l'expérience, le coup de patte, le coup de main, la cimauge. Tous ces bassins sont faits à la main. T'en as pas un qui... Enfin, tout est pareil, mais t'as rien qui est pareil, quoi, tu vois bien. Donc, plus tu connais ton marais, plus tu arrives à sortir un sel. Et alors là, on a la chance de voir un marais, j'imagine, assez traditionnel. Ça doit se perdre un petit peu, non? Est-ce que tu sais ce qu'il... Non, ça va? Il y en a encore beaucoup? Ah non, les marais, quand des jeunes s'installent, ils reprennent les plans des anciens marais. Ouais. Ils mécanisent pas tout de suite. Et côte atlantique, il n'y a rien de mécanisé. Ah ouais, c'est bien. Ouais. T'as rien de mécanisé. Ouais. Parce que les jeunes, ils ont compris aussi qu'il y avait tout un intérêt d'un côté patrimonial, etc. Et que ça plaisait aussi au public, aux gens. Et en fait, de Guérande à l'île de Ré, il n'y a rien de mécanisé. Hein. Tout est à l'ancienne comme ça. Après, il y a des... Là, moi, je bosse avec des manches en carbone maintenant. Parce que tu as des nouveaux matériaux. Ou plus la léger. bouette, tu vois. Pour le dos, peut-être. Ouais. T'as, je sais pas, la lousse, tu vois, qui est en plastique, machin. Mais après, l'évolution, elle s'arrête là, quoi, si tu veux. Ouais. Les bâches plastiques, protéger la production. Ouais. Mais si tu veux, sur la méthode de production, non.
De Guérande à l'île de Ré, ça reste de manière Et traditionnelle. les œillets, ils ont tous la même taille pour mesurer l'eau. Ils ont tous. Ça dépend. leur À dimension. Saint-Hilaire, tu vois, ils font cette taille-là, tu es entre 23 et 25 mètres carrés. Tu vas à Guérande, c'est le double. Ah. Donc ils sont à la tonne, eux, à l'œillet. Forcément, ils ont le double. Les sauvages. La taille des bassins va évoluer. Parce qu'on s'adapte au vent, etc. Mais après, si tu veux, le principe, c'est toujours le même. On part à 30 grammes par litre. Il faut que tu arrives à 300 à l'arrivée. Hein. Si t'es pas là, tu satures pas, ça cristallise pas. Un percolateur et du sel, tout va bien. Ça va.